En ce mois de septembre 1997, par une chaleur étouffante, le ciel de Juiz de Fora s'éclaircit, parsemé de nuages élevés et dispersés. La chaleur commençait à laisser place aux prémices du printemps. Dans la cour de l'aéroport, Marcos dos Santos, 31 ans, ajustait la sangle de son sac à dos tout en regardant Daniela Ribeiro, 28 ans, qui tenait un petit carnet fleuri et griffonnait quelque chose au stylo. C'était une liste de choses simples, un mouchoir, des chaussettes de rechange, de la crème solaire, une pellicule. Ils n'avaient pas d'enfants, mais ils en parlaient comme s'ils attendaient le bon moment. Marcos était fonctionnaire dans un service municipal discret. Il appréciait le calme, la routine et le football américain le dimanche, à la radio à pile. Daniela était institutrice dans une école publique du quartier de Santa Luzia. Elle parlait doucement mais riait facilement. Elle transportait des livres dans son sac et croyait qu'explorer de nouveaux endroits était un moyen d'élargir son âme. Ils se sont rencontrés lors d'un cours du soir d'informatique de base, lui par nécessité, elle par curiosité. Ils se sont fréquentés pendant 3 ans et, après des fiançailles discrètes, ont décidé de se marier lors d'une cérémonie simple, réservée à leurs amis les plus proches. Une salle paroissiale, de la feijoada au déjeuner, un cousin jouant de la guitare. Rien pour attirer l'attention. Marcos et Daniela ne voulaient pas de public, ils voulaient du silence, de l'affection et du temps. Leur lune de miel, cependant, avait été planifiée avec un soin que seuls pouvaient comprendre. Ils avaient choisi Gramado, dans la région de la Serra Gaúcha, d'après des photos que Daniela avait vues dans un vieux magazine. On dirait l'Europe, avait-elle dit, mais c'est ici, au Brésil. Ils avaient séjourné dans une maison d'hôte avec des chalets en bois près du Lago Negro, l'un des monuments les plus célèbres de la ville. La chambre était dotée d'une couette fleurie, d'une senteur de pin et d'un balcon donnant sur les arbres. Ils prirent des photos ensemble, souriant, en vêtements légers, chaussures de randonnée et sac à dos en bandoulière. Daniela portait un sweatshirt bleu noué à la taille, Marcos portait une chemise en flanelle à carreaux, entr'ouverte sur la poitrine. Derrière eux, la forêt dense semblait engloutir le paysage, les ombres des pins ébranlant le sol. La première journée a été consacrée à la découverte, ils ont mangé une fondue en ville, se sont promenés autour du lac Joaquina Bié et ont acheté un aimant pour réfrigérateur que Daniela trouvait ringard. Marcos a adoré. Le deuxième jour, cependant, il voulait sortir de l'ordinaire, éviter les chocolateries et trouver une cascade cachée, un sentier silencieux, un endroit où seul le bruit de l'eau se faisait entendre. Un employé de la maison d'hôte leur a donné un conseil, il y a un sentier un peu oublié près de la vallée de Quilombo. Ce n'est pas un sentier officiel, mais il mène à une magnifique cascade. Il suffit de suivre le ruisseau puis d'escalader quelques rochers. Daniela nota tout sur une serviette. Marcos sourit, comme s'il était d'accord avec l'idée, mais avec une certaine réserve. Ce n'était pas vraiment son genre de sortie préférée, mais il fit tout son possible pour la voir enthousiaste. Le matin du 24 septembre, ils partirent tôt. Le ciel était nuageux, mais il n'y avait aucune menace de pluie. Ils prirent un café avec du pain au fromage et des fruits. Ils demandèrent à la réceptionniste les prévisions météo et entendirent, il fera beau après le déjeuner. Avant de partir, Daniela laissa un mot sur la coiffeuse. Prenons le sentier qui mène à la cascade dans la vallée. Nous serons de retour avant le coucher du soleil. Ils ont pris leur sac à dos léger ou une bouteille d'eau, des vêtements de rechange, le carnet de Daniela et ont marché jusqu'au début du sentier, indiqué de manière rudimentaire sur la serviette. L'auberge se trouvait à environ 2 km du début du sentier. Le sentier était étroit, couvert de branches basses et de feuilles humides. Il n'y avait ni panneaux, ni cordes, ni marche de fortune. Ils suivirent le bruit de l'eau et les indications vagues du gardien. Ils prévoyaient de marcher environ 1h30 jusqu'à la cascade, de prendre une collation légère et de revenir avant 17h. Mais l'après-midi passa, le soleil se coucha et personne ne les revit. Ce soir-là, la chambre resta intacte, serviette suspendue, valise fermée, lumière de la salle de bain allumée. La femme de chambre pensa qu'ils avaient décidé de s'allonger sur le trottoir ou de dîner au restaurant. Mais à l'aube,
alors que le café était servi et que la voiture de location était encore garée, quelque chose sembla anormal. Le premier appel fut adressé à la direction, puis au commissariat, et enfin à la famille. Juiz de Fora fut sous le choc. Les parents de Daniela sont arrivés en bus au petit matin. La mère de Marcos, veuve, a dû prendre des médicaments dès l'annonce de la nouvelle. La police locale a lancé des recherches sommaires, mais a rapidement fait appel aux pompiers et aux volontaires. Des hélicoptères ont survolé la région pendant les 2 premiers jours, ensuite, seules les équipes au sol sont arrivées, mais rien n'y a fait. Le sentier ne faisait pas partie des itinéraires officiels de Gramado ou de Canla. Il était rarement emprunté, n'était pas cartographié et il n'existait aucune trace officielle de son tracé. Avec les pluies légères des jours suivants, le sol devint encore plus instable, les empreintes de pas disparurent, les branches tombèrent et les mauvaises herbes refermèrent les plaies. Au cours des semaines suivantes, des affiches avec les photos du couple étaient placardées sur les lampadaires, dans les supermarchés, les marchés et les églises. Daniela souriait, les cheveux attachés, Marcos apparaissait timidement à côté d'elle. Vu pour la dernière fois le 24 septembre à Gramado. Appelez pour plus d'informations. Aucun appel n'a abouti. Des mois plus tard, l'affaire fut classée sans suite et le temps commença à s'acharner sur ma mémoire. La chambre numéro 4 de l'auberge resta fermée à clé pendant des jours. La gouvernante, Madame Inès, préféra ne pas entrer, elle affirmait que c'était par respect, mais il y avait plus que cela. L'espace semblait figé dans le temps. Le lit était fait, les vêtements pliés sur la chaise, une tasse de thé encore tachée au fond. Le mot de Daniela était là où il avait été trouvé, sur la commode, écrit d'une écriture penchée et ferme. Les 48 heures qui ont suivi la disparition ont été chaotiques. Le directeur appelait le commissariat de Gramado toutes les heures. Les parents de Daniela sont arrivés épuisés, portant des dossiers remplis de documents, de photos d'enfance et de numéros de téléphone. Le frère de Marcos est arrivé le lendemain, l'air dur. Sa mère, Dona Noia, est restée à Juiz de Fora, elle ne supportait pas de voir le nom de son fils sur les affiches de personnes disparues. La police civile du Rio Grande do Sul a lancé une opération conjointe avec les pompiers. Des chiens renifleurs, des bénévoles locaux et des guides expérimentés ont été mobilisés. Le point de départ était indiqué, sentier menant à la cascade dans la vallée, mais il n'y avait ni carte, ni inscription, ni nom officiel pour ce sentier. L'information provenait de Paulo, un étudiant en tourisme de 23 ans, employé d'une maison d'hôtes, qui racontait avoir parcouru le sentier des années auparavant avec son père, un ancien résident. Le sentier était ancien, étroit et mal balisé, longeant des broussailles denses et une pente instable qui descendait vers une étendue de rochers sombres avant de déboucher sur une cascade peu connue. Le 26 septembre, 2 équipes ont commencé leurs recherches. Elles ont commencé à l'endroit où le ruisseau croisait une vieille clôture en bois, référence donnée par Paulo. Elles ont marché pendant plus de 4 heures, se frayant un chemin à coups de machette, jusqu'à atteindre un endroit où le sol se rétrécissait et où les rochers étaient recouverts de limon. Aucun signe du couple, pas de sac à dos, pas de vêtements, aucune trace de camping. Les recherches durèrent 15 jours sans interruption. Les chiens descendirent des pentes dangereuses. Les volontaires installèrent leur campement dans des clairières improvisées. Des hélicoptères survolèrent les zones les plus difficiles d'accès. Des sentiers, des grottes et des ruisseaux furent explorés. Ils ont également envisagé la possibilité que le couple ait fait du stop ou ait quitté la région par ses propres moyens. Mais la voiture de location une Fiat Premio blanche était toujours garée sur le parking. À l'intérieur, des documents, des cartes et l'enveloppe contenant les billets pour le voyage en train jusqu'à Canla, prévu 2 jours plus tard. La deuxième semaine, la pluie est arrivée. De fortes averses aux petites heures du matin ont transformé le sol en argile lisse. Le sentier improvisé a pratiquement disparu. Une partie de la pente a cédé, et l'une des équipes a dû battre en retraite. La forêt a commencé à absorber les traces des chercheurs, et le silence s'est à nouveau installé. La police a interrogé les habitants, fouillé les pensions de famille, les hôpitaux et les sentiers de traverse. Aucun témoin, aucune preuve d'acte criminel,
Aucun indice que Marcos et Daniela se soient battus, fugués ou impliqués dans quoi que ce soit de dangereux. Pour tous ceux qui les connaissaient, c'était un couple tranquille et simple, sans dette, sans ennemis et sans secret. L'enquête a commencé à considérer le plus évident, un accident, le terrain instable, le manque de signalisation, le manque d'infrastructures pour des sentiers alternatifs à Gramado, à la fin des années 1990. Mais, sans corps, sans objet, sans signe concret, l'affaire a été engloutie par le temps. En novembre 1997, l'auberge fut vidée pour rénovation. De nombreux employés démissionnèrent. Polo, le jeune homme qui nous avait montré le chemin, partit vivre à la campagne, arguant qu'il ne supportait pas l'idée d'avoir accidentellement envoyé un couple à la mort. Au tournant de l'année, l'histoire semblait déjà lointaine. À Juiz de Fora, la maison des parents de Daniela est devenue un havre de paix. Sa chambre est restée intacte. Sur le tableau noir de l'école où elle enseignait, une phrase écrite par des élèves était encore gravée, « Maîtresse Daniela, vous nous manquez ». Officiellement, le couple a été porté disparu fin 1998, le certificat, sec et bureaucratique, portait la mention « disparition présumée ». Pour la mère de Marcos, ce fut comme une seconde mort. « Ils ont tué mon fils 2 fois, répétait-elle une fois dans les bois, une fois sur papier. Pendant des années, peu de gens parlèrent de l'incident. Gramado continua d'accueillir touristes, jeunes mariés, randonneurs et photographes. Le sentier disparut complètement, là où se trouvait autrefois un étroit passage, il n'y avait plus qu'une végétation dense. La cascade est devenue une légende. Certains ont dit que la région dégageait une énergie débordante, d'autres ont simplement évité tout commentaire. Mais certains s'en souvenaient, les pompiers qui avaient participé aux recherches parlaient encore de l'incident en sirotant un café noir en silence. Les résidents plus âgés racontaient l'histoire à leurs enfants en guise d'avertissement, n'allez pas dans les bois sans guide. L'absence du couple devint un écho aux quelque chose qu'on n'entendait plus, mais qu'on ressentait. Jusqu'à ce que, 16 ans plus tard, alors que personne ne s'attendait à une réponse, l'écho devienne bruit, son, découverte. Mais en ce mois de septembre 1997, il n'y avait toujours pas de conclusion, seulement l'absence, un silence qui commençait au bout du chemin et se répandait comme une brume au sein des familles. Des années plus tard, la chambre numéro 4 de l'auberge fut rénovée et transformée en débarras. Les fenêtres en bois s'assombrirent avec le temps, et le balcon qui donnait autrefois sur les arbres ne servait plus qu'à étendre les serpillères. Le nouveau propriétaire, qui avait acheté les lieux en 2004, ignorait tout du passé du couple. Un ancien employé leur confia, presque à voix basse. Cette pièce a été scellée pendant des mois à cause d'un couple qui a disparu et n'est jamais revenu. Elle ne posa plus de questions. L'affaire Marcos et Daniela devint un souvenir oublié parmi les habitants de longue date. Dans le centre-ville de Gramado, on en parlait rarement. Dans les cercles de Chimarao et dans les maisons en bois des quartiers les plus reculés, de temps en temps quelqu'un disait « Vous souvenez-vous de cette jeune femme du Minas Gerais et de son mari ? Ceux qui ont disparu sur la piste ?» Mais le sujet s'est vite perdu dans les conversations sur la vie, le marché et la pluie incessante de cette semaine. Le temps, comme toujours, a commencé à brouiller les contours de ce qui avait été une question urgente. Les journaux qui ont couvert la disparition en 1997 ont cessé d'en parler avant la fin de la décennie. En 2002, une brève note dans la rubrique quotidienne du Correio da Serra mentionnait brièvement « La famille d'un couple du Minas Gerais disparu en 1997 se rend dans les montagnes pour marquer 5 ans sans réponse. » Pas de photos, pas de nouvelles. L'auberge a changé de nom. L'employé qui avait indiqué la piste, Polo, a disparu de la ville. Certains ont dit qu'il était retourné chez ses parents, d'autres qu'il avait changé de métier, mais aucune confirmation n'a été apportée. Juiz de Fora traita l'absence de Marcos et Daniela comme une plaie recouverte de gaz. Les parents de Daniela gardèrent leur porte close. Son père, Hannibal, mourut en 2001 de complications cardiaques. Sa mère continua de vivre seule, dormant dans la chambre de sa fille et conservant dans le placard un sachet plastique contenant les dernières lettres de Daniela, des photos de mariage et le faire-part soigneusement plié. La mère de Marcos, Dona Noamia, a résisté aussi longtemps qu'elle a pu.
Elle a évité les interviews et n'a jamais autorisé la presse à utiliser l'image de son fils après 1998. Interrogée, elle répondait: « Il dort quelque part, je ne sais pas. » Elle priait tous les soirs avec une bougie allumée dans un coin de la cuisine. En 2007, elle fut victime d'un accident vasculaire cérébral et perdit une partie de la mémoire. L'absence de Marcos se mêla aux souvenirs de son enfance. Durant ces derniers mois, elle l'appelait comme s'il était dans la pièce voisine. L'histoire ne survécut que par bribes, un cahier d'écolier de Daniela, encore utilisé comme modèle d'écriture par un enseignant, une photo du couple sur un tableau d'affichage défraîchi de l'ancienne école, une coupure de journal plastifié conservée par un pompier à la retraite, intitulée « Un couple du Minas-Gerais pourrait avoir disparu dans une zone à haut risque ». À l'endroit où se trouvait autrefois le sentier, les broussailles avaient envahi le paysage. Le sentier était devenu une forêt dense, de nouveaux arbres avaient poussé sur les rochers qui servaient autrefois de passage. Le bruit de la cascade restait caché, étouffé par la végétation, comme si la nature avait décidé de garder les lieux pour elle. En 2010, un groupe de cyclistes a tenté de cartographier des sentiers alternatifs en montagne. En chemin, l'un d'eux a entendu un habitant du quartier. « Si vous allez dans cette direction, soyez prudents. » Certaines personnes se sont perdues et n'ont jamais été revues. Personne n'en a parlé. Il était plus facile de la réduire à une légende. L'histoire ressemblait déjà à un mythe rural, comme tant d'autres nés de la peur et de l'absence. Mais ce qui distinguait cette histoire des autres, c'est qu'elle n'était pas née de l'imagination populaire, elle comportait un numéro de sécurité sociale brésilien, CPF, un nom complet, des actes de naissance archivés, de vraies photos, un mot laissé dans une maison d'hôte et un silence trop long pour être un simple oubli. Pourtant, pendant plus d'une décennie, rien n'a changé. Aucun nouvel indice, aucun objet retrouvé, aucune lumière nouvelle sur le mystère. Les autorités ont officiellement classé l'affaire en 2005, invoquant l'absence de nouvelles preuves. La documentation était empilée sur une étagère du commissariat de Canla, avec d'autres disparitions dans la région. Et le temps a continué son cours. Mais ce que le temps ne détruit pas, il le transforme. Ce qui est oublié ne disparaît pas toujours, il change simplement de lieu. Et ce qui était autrefois absent revient. Parfois par hasard, d'autres fois par la force de la nature elle-même. Septembre 2013 serait le mois où le passé de Marcos et Daniela refait surface, non pas comme une réponse, mais comme un bruit. Le bruit de l'eau était constant, comme un tissu épais qu'on essore sans cesse. Le bruit provenait du fond de la vallée, là où la végétation enveloppait un couloir humide et sombre. Il était un peu plus de 15 heures lorsque les 4 amis, venus de Porto Alegre, s'arrêtèrent pour boire de l'eau et retirer leur sac à dos. C'était en septembre 2013, 16 ans après la disparition de Marcos et Daniela. André, le plus expérimenté du groupe, dirigeait l'expédition. Âgé de 42 ans, photographe, il connaissait parfaitement certaines parties de la chaîne de montagnes. À ses côtés se trouvait Claudia, professeur de géographie, Gilson, informaticien, et Raphaël, le plus jeune, 29 ans, récemment arrivé au groupe. L'idée était de cartographier d'anciens sentiers et d'enregistrer des lieux jusque-là inexplorés pour un projet photographique intitulé Chemin caché. C'est André qui a suggéré le sentier oublié. Il disait se souvenir de vieilles histoires racontées par son grand-père, qui vivait aux abords de la vallée de Quilombo. Des histoires sur une cascade isolée, cachée derrière une série de rochers et de branches, accessible uniquement pendant la saison sèche. La région, disait-il, ne figurait pas sur les cartes touristiques actuelles, mais le paysage était vierge, presque vierge. Cet après-midi-là, sous un ciel couvert et une humidité pesante, ils marchèrent pendant des heures. Le sentier était accidenté, couvert de mousse et de troncs d'arbres pourris. À chaque pas, on entendait le bruit des branches qui cassaient sous leurs pieds. Des moustiques s'accrochaient à leurs bras, et l'odeur de l'herbe mouillée leur rappelait celle d'un chiffon laissé dans un seau. La forêt semblait absorber lentement la lumière. Vers 4 heures de l'après-midi, ils atteignirent un endroit où le sentier se rétrécissait et descendait entre des rochers couverts de boue. Gilson fut le premier à glisser, glissant légèrement sur une pierre lisse. Pour se stabiliser,
il s'appuya sur un tronc d'arbre humide qui céda, révélant une brèche entre les rochers. La chute était petite, mais la peur qu'il a eue a fait que les autres se sont approchés rapidement. « Tout va bien ?» demanda Claudia en s'accroupissant à côté de lui. « Je pense que oui, mais regardez ceci ici, dit Gilson, en montrant quelque chose couvert de boue, de feuilles et de racines. C'était une sangle en tissu bleu, comme celle d'un sac à dos d'enfant, usé et effiloché par le temps. Le tissu semblait avoir été partiellement enseveli par les rochers mouvants et l'action de l'eau. Le groupe s'approcha. André retira l'appareil de son cou, mais ne prit pas de photos. Pas sur le moment. Raphaël tira délicatement sur la sangle. Sous les feuilles détrempées, un sac à dos bleu aux poches vertes émergea, déchiré à plusieurs endroits. Le tissu noirci portait des marques qui ressemblaient à des brûlures ou à de vieilles taches. La fermeture éclair avant était corrodée. Le côté du sac était troué, comme rongé par les racines et le temps. Autour d'elle, à moitié mêlée à la terre et aux branches pourries, se trouvaient d'autres objets. Un carnet, les pages collées par l'humidité, étaient partiellement ouverts. On pouvait voir des lignes d'encre, mais le texte était illisible. Une bouteille en plastique d'1 litre, déformée et recouverte de boue. Une vieille fourche en métal rouillé, avec un manche tordu, toujours à moitié plantée dans le sol. Mais ce qui fit reculer Claudia, la gorge serrée, ce fut le vêtement suivant qu'elle découvrit. Partiellement recouverte de feuilles, une culotte de femme, un simple modèle blanc à bordure rose. Elle était souillée de boue, déchirée et tachée de noir ou peut-être de la moisissure, peut-être autre chose. Une forte odeur de renfermé flottait, celle d'une humidité trop longtemps emprisonnée. Raphaël recula de 2 pas, le souffle coupé. André a silencieusement pointé l'appareil photo vers le sol, a pris 3 photos rapides, puis a baissé son bras. Ça ne semble pas être une trouvaille courante. Ce n'était pas perdu, c'était oublié ici, dit doucement Claudia. Gilson s'éloigna, appuyé contre un rocher. La forêt environnante était complètement silencieuse, comme si je m'étais arrêté pour observer. Le groupe prit quelques minutes pour décider quoi faire. L'endroit était difficile d'accès, sans réseau. Ils marquèrent leur position avec un mouchoir rouge attaché à une branche et retournèrent à pied là où ils avaient laissé la voiture environ 1h30 plus tôt. Le soleil s'était déjà couché et l'obscurité commençait à s'installer entre les troncs d'arbres. Ce soir-là, dans un simple abri loué par des randonneurs à São Francisco de Paula, ils étaient assis autour de la table de la cuisine. André ouvrit son ordinateur portable, connecta l'appareil photo et agrandit l'image du sac à dos. Un détail attira immédiatement son attention, à l'intérieur du rabat principal, visible à travers un petit pli de tissu déchiré, se trouvait une étiquette cousue main avec 2 lettres brodées au fil noir, DR. Le silence dura plus d'1 minute. Personne n'eut besoin de dire quoi que ce soit. Le lendemain, à 7h du matin, ils contactèrent la police environnementale, décrivirent le lieu et les objets trouvés, et remirent les cartes mémoire contenant les photos. Une équipe fut dépêchée sur place. L'emplacement exact correspondait aux anciennes descriptions du sentier mentionné lors de la disparition du couple du Minas Gerais en 1997, un sentier non officiel et non balisé menant à une cascade isolée, dissimulée derrière des formations rocheuses instables. Selon d'anciens rapports, les pluies de 1997 avaient provoqué de petits glissements de terrain dans la région. L'hypothèse la plus probable à l'époque était que le couple, désorienté, avait tenté de contourner la route et était tombé sur un sol instable. L'ensevelissement partiel et la végétation auraient complètement obscurci leur reste. Aucun reste humain n'a été retrouvé, mais les objets étaient là et ils disaient tout ce que personne n'avait pu dire depuis 16 ans. La police environnementale est arrivée discrètement. 2 agents en uniforme, accompagnés d'un guide local et d'un randonneur, ont rebroussé chemin jusqu'au point marqué par le foulard rouge. La forêt était humide et la pente glissante. Malgré le balisage effectué la veille, l'accès était difficile. Les rochers recouverts de vase semblaient avoir été modelés pour repousser les pas humains. À leur arrivée sur les lieux, les objets étaient toujours tels qu'ils avaient été laissés, le sac à dos à moitié ouvert, les objets éparpillés, les branches et les feuilles recouvrant partiellement les sous-vêtements. Les agents ont tout photographié,
soigneusement collecté les objets et les ont emballés dans des sacs en plastique individuels, étiquetés avec la date, le lieu et une identification provisoire. Ce qui a attiré l'attention d'un des policiers, c'est l'étiquette cousue à la main à l'intérieur du sac à dos, DR, les initiales de Daniela Ribeiro. Était un détail intime, presque enfantin, qui contenait plus qu'une simple marque d'un objet, c'était une signature silencieuse, laissée involontairement. Dans le rapport préliminaire, les agents ont enregistré effet potentiellement lié à la disparition du couple de mineurs en septembre 1997. Emplacement correspondant à la description historique du sentier non officiel près de la vallée du Quilombo. Présence de végétation dense, terrain instable et signes de glissement de terrain. Au commissariat de Canla, où l'affaire avait été déposée des années plus tôt, la nouvelle retombait comme un fantôme dans le couloir. L'employé responsable, déjà proche de la retraite, reconnut le nom inscrit sur le sac à dos. Elle sortit d'une vieille boîte une épaisse enveloppe, étiquetée au stylo bleu, K97, couple Juiz de Fora. À l'intérieur se trouvaient des copies décolorées des rapports de police, des photos des affiches placardées à l'époque et une lettre manuscrite de la mère de Daniela demandant la poursuite des recherches. L'écriture était ferme, mais tachée de taches d'eau. La presse locale fut informée le 3e jour. Une note discrète dans le journal régional Correio da Serra, le titre disait « Un sac à dos retrouvé dans une zone difficile d'accès pourrait appartenir au couple disparu en 1997. » Ni fanfare ni gros titre sensationnel. Le temps avait même tempéré la curiosité, mais à Juiz de Fora, la nouvelle arriva comme un vent ancien qui s'engouffrait par les fenêtres. Le frère de Marcos fut le premier à recevoir l'appel officiel. Il demanda que sa mère ne soit pas prévenue immédiatement. Donna Noia ne distinguait plus les dates et ne comprenait plus vraiment le cadeau. Lorsqu'elle l'apprit, quelques jours plus tard, elle répéta simplement à voix basse. « Je pensais qu'il était déjà revenu. » La mère de Daniela, quant à elle, reçut la visite d'un commissaire de police du Minas Gerais, accompagné d'une assistante sociale. Ils s'installèrent dans la cuisine, où flottait encore l'odeur du café infusé, et écoutèrent attentivement les mots qu'ils avaient mis 16 ans à prononcer. « Nous avons trouvé un sac à dos, madame, avec quelques objets. L'un d'eux porte les initiales de votre fille. » Elle ne répondit pas. Elle alla dans la chambre de Daniela, ouvrit le placard et en sortit une boîte à chaussures où elle gardait des souvenirs. À l'intérieur se trouvait un autre carnet de sa fille, semblable à celui retrouvé, et une étiquette en tissu brodé des mêmes lettres .dr, cousue par elle-même en 1995 lors d'un cours de couture. La confirmation ne lui est pas venue par un rapport médical, mais par une reconnaissance émotionnelle. Le sac à dos, le carnet, la bouteille, la fourchette tordue, les sous-vêtements, tout appartenait à Daniela. Tout appartenait à une journée qui n'était pas terminée. La famille n'avait pas besoin d'un expert médico-légal pour le savoir. Elle l'a su dès l'instant où elle a entendu les paroles. Les autorités ont choisi de ne pas divulguer plus de détails. Les objets ont été remis à la famille, décrits dans un rapport et emballés dans une boîte en carton doublé de plastique. La police a confirmé son hypothèse principale, le couple, en tentant d'explorer le sentier, a perdu le nord et a cherché un autre itinéraire. Il est probable qu'en longeant le sentier officiel, ils ont marché sur une partie instable de la pente. Le sol a cédé et la végétation a tout recouvert. Les corps, s'ils avaient été là, n'ont pas survécu aux ravages du temps et de la nature. L'eau, la boue, les animaux et le passage du temps ont effacé les traces restantes. Le sentier reste fermé aujourd'hui, non pas par la loi, mais par la décision tacite des habitants. Plus personne n'y randonne, non par peur, mais par respect. Le groupe de randonneurs n'y est pas retourné. Claudia a déclaré, lors d'une brève interview, avoir eu le sentiment d'avoir rompu un silence qui ne leur appartenait pas. Gilson a refusé de commenter. Raphaël a supprimé les photos de son téléphone. Et André, le photographe à l'origine du projet, a décidé de mettre fin à la cartographie. Certaines images n'étaient pas destinées à être exposées, a-t-il simplement déclaré. La découverte des objets n'a pas apporté de réponse définitive, mais elle a donné forme à l'absence. Même si les corps n'ont jamais été retrouvés,
la nature est revenue, en morceaux, quelque chose que le temps avait presque réussi à cacher à jamais. Le carton contenant les affaires de Daniela est arrivé à Juiz de Fora par une matinée nuageuse. Il a été remis par un agent de la police civile du Minas Gerais, qui a préféré rester à l'écart. Sa mère l'a reçu en silence, avec un léger signe de tête, et l'a déposé sur la table de la cuisine. Elle est restée des heures sans l'ouvrir. Lorsqu'il retira enfin le couvercle, la première chose qu'il remarqua fut une odeur de moisi et de vieille argile. Le sac à dos était là, replié sur lui-même, encore humide sur les bords, même après avoir été soigneusement lavé et séché par les techniciens. Le tissu bleu délavé lui avait semblé immédiatement reconnaissable. C'était le même modèle qu'elle avait acheté à un vendeur ambulant du centre-ville des années avant le voyage. Elle se souvenait du jour où Daniela avait cousu l'étiquette avec ses initiales et des rires partagés entre elles lorsqu'elle s'était piqué le doigt avec l'aiguille. Le carnet, maintenant raidi par l'humidité, avait les bords collés. Malgré cela, une page au milieu portait encore un passage en lettres rondes, « Nous sommes au sommet de la colline. Ça sent l'eucalyptus et quelque chose de sucré dans l'air. » Marcos disait que ça ressemblait à de l'anis. Sa mère le lut doucement, comme si elle récitait une lettre, et pleura sans bruit pendant plus de 20 minutes. Puis il referma le carnet et le remit dans la boîte. Marcos n'a laissé aucun journal, mais son frère, qui en a reçu une copie, a immédiatement reconnu la fourchette tordue. Il a expliqué qu'elle faisait partie d'un vieux jeu de la maison de leur mère et que Marcos en avait emporté une ou deux pour le voyage, ajoutant « On ne sait jamais quand la faim frappe dans les bois ». La bouteille en plastique était trop ordinaire pour avoir une quelconque valeur sentimentale, mais la culotte, malgré sa détérioration, était reconnue pour sa simplicité et sa broderie rose à la taille. La mère de Daniela racontait qu'elle emportait ce genre de vêtements en voyage, pas de dentelle, pas de fioritures, juste l'essentiel. La boîte était scellée et ne fut jamais rouverte. Il était conservé au fond du placard de la chambre de sa fille, à côté de souvenirs de mariage et de photos d'enfance. Aucun membre de la famille ne voulait exposer ces objets en public. Il n'y avait rien à prouver à personne. Il savait. À Gramado, le sentier où les objets ont été découverts a été évité avec encore plus de prudence. Les guides locaux, même ceux qui n'avaient jamais cru aux histoires de fantômes, ont commencé à contourner la zone en silence, non par peur, mais par respect. Un habitant de longue date, interrogé par des journalistes de la capitale, a simplement répondu « Les montagnes gardent ce qu'elles veulent ». Parfois, pendant longtemps. L'auberge qui avait accueilli le couple en 1997 était toujours en activité, sous une nouvelle direction. Aucun des anciens employés n'était resté. La chambre numéro 4 a été renumérotée 6. Après la rénovation de l'aile ouest, le gérant actuel, après avoir appris toute l'histoire, a demandé que l'auberge ne soit pas incluse dans les circuits touristiques de la ville. Il n'y a pas de mystère ici, que du silence. À l'école où enseignait Daniela, une ancienne collègue a organisé un petit hommage. Elle a réuni d'anciens élèves et a collé sur le tableau d'affichage de la bibliothèque une copie plastifiée de la dernière phrase trouvée dans le cahier, « Ça sent l'eucalyptus et il y a quelque chose de sucré dans l'air ». Dans les mois qui ont suivi la découverte, la police a brièvement rouvert l'enquête pour confirmer les liens avec la disparition de 1997. Aucun doute n'a été fait, tous les détails concordaient, le lieu, le type de piste, les objets, les signes d'usure. Même sans corps, le parquet a autorisé la requalification de l'affaire en disparition avec de solides indices d'accident en zone sauvage. La presse n'a pas donné suite. En 2013, le Brésil était déjà plongé dans d'autres scandales, et les journaux locaux préférèrent respecter la demande de la famille et éviter de transformer l'affaire en spectacle. Les rares articles parus se limitaient aux faits, avec des titres discrets et aucune photo des objets. Le concret était désormais rangé dans des cartons. Et l'abstrait, la douleur, l'absence, l'attente restaient dispersés dans les lieux visités par le couple, sur la photo de la chambre d'hôte, dans le carnet, sur la fourche tordue et, surtout, sur ce chemin de pierre où coule encore le murmure de la cascade. On dit que l'eau ne s'arrête jamais, qu'elle se ferait un chemin même entre les rochers, mais il existe des histoires selon lesquelles même l'eau ne peut les emporter complètement. Ils restent prisonniers des branches,
parmi les feuilles pourries, attendant que quelqu'un les découvre. C'est ce qui est arrivé à Marcos et Daniela, par hasard, par erreur, ou par une chose impossible à nommer, ils sont restés cachés pendant 16 ans, jusqu'à ce que la forêt leur rende ce qu'il en restait. Pas tout, juste assez pour leur rappeler leur existence. Après la remise des objets et la clôture symbolique de l'enquête, les mois s'écoulèrent à un rythme étrange. Pour ceux qui suivaient l'affaire de loin, tout semblait enfin résolu. Mais pour ceux qui avaient vécu cette absence pendant plus de 15 ans, le retour du sac à dos ne signifiait pas la fin, mais simplement un nouveau silence. À Juiz de Fora, la mère de Daniela a commencé à moins marcher. Avant, elle allait tous les après-midi à la boulangerie du coin, saluer les voisins et échanger des recettes avec Madame Dalva, de l'autre côté de la rue. Après avoir retrouvé les affaires de sa fille, elle passait plus de temps assise sur le porche, à regarder la rue, serrant contre elle un chapelet qu'elle ne lâchait plus, même pas pour prendre un café. Certains jours, elle disait sentir le parfum de Daniela venant de la cuisine, d'autres jours, elle rêvait d'elle enfant, vêtue de son uniforme scolaire. Elle ne parlait pas de deuil, mais plutôt d'acceptation de l'absence. Elle disait savoir désormais où ranger son désir, dans cette boîte au fond du placard, parmi les affaires de sa fille. Avant, le désir se répandait dans toute la maison, se glissait dans les interstices, apparaissait sur son oreiller. Maintenant, il était contenu. Le frère de Marcos retourna dans l'ancien atelier de son père. Il bricolait des outils rouillés et réglait des moteurs pour le plaisir. Un jour, en nettoyant une étagère, il trouva une vieille lampe de poche. Il dit à un ami proche que c'était la même que celle que Marcos avait emportée lors de son voyage de 1997. Il la fixa pendant plus d'une heure sans l'allumer. Puis il la rangea dans une boîte en carton, avec une étiquette manuscrite « Laisse tranquille ». À Gramado, l'un des sentiers officiels près du lago Negro a été rénové. Il a été élargi et doté de signalisation, de cordes et de panneaux d'information. Ce n'était pas directement lié au sentier oublié où les objets ont été retrouvés, mais les habitants de longue date y ont vu un geste symbolique, comme si la ville présentait des excuses, quoique sans parole. À la mairie, certains ont suggéré de baptiser une place du nom du couple. La proposition a été discrètement abandonnée. Leurs familles n'en ont pas voulu. Marcos et Daniela n'ont jamais demandé qu'on se souvienne d'eux ainsi. Ils n'étaient pas des héros, juste deux personnes qui s'aimaient, qui se promenaient sur un sentier et n'en revenaient jamais. Ils méritaient le silence, pas des plaques. Le chef de police responsable de l'affaire en 1997 était déjà à la retraite. Il vivait à Bento Gonçalves et entretenait un petit verger dans son jardin. Lorsqu'il apprit la découverte du sac à dos, il secoua la tête et dit à sa femme, « C'est vrai. J'ai toujours pensé que c'était un accident. » En ligne, d'anciens forums consacrés aux disparitions ont recommencé à discuter de l'affaire. Certains ont mis en doute la version officielle, comme toujours. Ils ont spéculé sur d'éventuels crimes, des failles dans l'enquête et ignoré des indices, mais aucune de ces hypothèses n'était fondée. L'histoire, telle que racontée par les rochers et la boue, restait la plus plausible, un mauvais virage, une chute, un glissement de terrain et l'oubli comme seul témoin. André, le photographe et randonneur, n'a plus jamais reparlé publiquement de l'affaire. Son dernier article a été publié sur le blog du projet Point Chemin Caché daté d'octobre 2013, une image en noir et blanc d'un rocher recouvert de mousse, avec la légende « Il y a des endroits qui ne veulent pas être trouvés et des histoires qui ne veulent pas être rappelées par des flashs ». Le projet a été arrêté peu après. À Canla, au commissariat où les dossiers de l'affaire occupaient encore de la place, un nouveau commis, jeune et méticuleux, décida de numériser tous les documents pour les archiver définitivement. Il passa des journées à lire de vieux rapports, des cartes dessinées à la main et des témoignages émouvants. Il confia, autour d'un café avec ses collègues, n'avoir jamais vu une affaire aussi simple et aussi lourde à la fois, pas de crime, pas de corps, juste des personnes oubliées par le procès et par nous. Le silence, comme toujours, était le protagoniste. Des années après la découverte du sac à dos, deux touristes s'arrêtèrent à un stand de cartes postales dans le centre-ville de Gramado. Ils contemplaient des photos de la ville, arbres embrumés, sentiers couverts de feuilles mortes,
le lago Negro reflétant le ciel. Ils choisirent la photo d'un pont de bois enjambant un ruisseau et, au moment de payer, demandèrent au vendeur s'il y avait un sentier moins fréquenté à proximité. L'homme, aux cheveux gris et au tablier taché de peinture, hésita. Puis il dit. Oui, il y en a, mais il y en a certains que nous préférons ne plus recommander. Par respect, expliqua-t-il, car des gens s'y étaient perdus depuis longtemps. Le couple le remercia et poursuivit sa route. Ils ne posèrent plus de questions. Ces histoires, transmises de bouche à oreille, étaient tout ce qui restait aux habitants. Marcos et Daniela n'étaient plus mentionnés par leur nom, mais tout le monde les connaissait. Certains disaient qu'il avait changé de profession, d'autres qu'il avait déménagé. Certains pensaient même qu'il se rendait sur le sentier une fois par an, en silence, pour présenter ses excuses à la forêt. Mais ce n'était qu'une légende, comme presque tout ce qui s'est passé après sa disparition. Ce qui était certain, c'est que cette partie de la chaîne de montagne était devenue une zone de repos, ni officiellement fermée ni intégrée au tourisme, un lieu intermédiaire. Les randonneurs expérimentés en parlaient avec révérence, comme si la forêt avait une mémoire, et que cette mémoire était plus profonde que le sol. Claudia, la randonneuse qui a trouvé le sac à dos, a commencé à donner des conférences sur la sécurité des sentiers. Elle disait toujours que son expérience était l'exemple le plus clair de la méconnaissance persistante du Brésil par ses forêts. Elle répétait une phrase à chaque présentation, ce n'est pas le sentier qui disparaît, ce sont les gens qui y disparaissent. Elle ne révélait jamais de détails sur les objets, ne montrait jamais de photos, car elle croyait que le silence était aussi une forme de respect. Gilson, de son côté, quitta les groupes de randonnée. Il raconta que la forêt avait changé de couleur pour lui. Raphaël retourna dans sa ville natale et n'en reparla plus jamais. André, comme chacun savait, garda le silence. Parmi les pompiers qui se souvenaient encore de l'incident, l'un d'eux avait conservé une copie du mot laissé par Daniela à l'auberge, « Nous serons de retour avant le coucher du soleil ». Il avait plastifié le mot avec du ruban adhésif et l'avait rangé dans un vieux dossier. Il disait que c'était un rappel que toute disparition commence par une simple phrase. L'année suivant la réouverture de l'enquête, une habitante du quartier, adolescente au moment de la disparition, a écrit une nouvelle inspirée de l'histoire. Elle a modifié les noms et les lieux, mais a conservé l'essentiel, un couple qui pénètre dans les bois pour voir une cascade et ne réapparaît plus jamais. Elle l'a publié dans une anthologie scolaire. Lorsqu'on lui a demandé des années plus tard si elle s'était inspirée de Marcos et Daniela, elle a répondu. J'ai grandi en entendant cette histoire. Elle n'est pas la mienne, elle vient des montagnes. À Juiz de Fora, la mère de Daniela continua de vivre dans la même maison. La chambre de sa fille resta intacte, mais peu à peu, elle commença à réorganiser les objets de la bibliothèque. Elle plaça une photo de mariage dans un nouveau cadre, laissa son carnet visible et, par un après-midi pluvieux, écrivit à sa fille une lettre manuscrite qui ne lui fut jamais envoyée. Ma fille, maintenant je sais où tu étais. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est plus que ce que j'avais. Merci d'avoir laissé un morceau de toi au bord de l'eau. C'était tout ce qui me restait. La lettre était conservée à l'intérieur du sac à dos. Le frère de Marcos, d'un geste silencieux, apporta des fleurs au départ du sentier dans la vallée de Quilombo. Il ne dépassa pas le portail, il les laissa par terre, avec un morceau de papier plié en deux. Il y écrivit. Si vous regardez ça, sachez que nous n'avons jamais cessé d'attendre. Mais maintenant, nous l'acceptons. La nature ne réagit pas, mais le bruit de la cascade en arrière-plan continuait de couler. Au fil du temps, l'histoire de Marcos et Daniela a cessé d'être une nouvelle, une tragédie, et est devenue une sorte de poussière qui recouvrait tout. Cela s'est produit dans la façon dont les gens parlaient des sentiers, dans le soin particulier apporté par les guides à expliquer les itinéraires, dans le silence qui s'installait lorsque quelqu'un demandait s'il y avait un danger dans cette partie de la montagne. À Gramado, l'essor du tourisme a réorganisé une partie des environs. De grands hôtels ont surgi. Des restaurants haut de gamme ont occupé les recoins où se trouvaient autrefois des épiceries. Mais il y avait toujours une frontière invisible, un virage dans le chemin de terre où les camionnettes ne pouvaient pas passer, une étendue de forêt où personne ne s'aventurait sans un vieux guide.
Non pas qu'il y ait quoi que ce soit de visible, mais parce que chacun savait ce qui y avait été laissé. La forêt, comme toujours, veillait. Dans les archives du commissariat de Canla, l'affaire a été classée une seconde fois. Grâce à la présence officielle des objets et aux déclarations des familles, l'enquête contenait une phrase finale manuscrite du nouveau greffier. Enfermée sans traces humaines, la montagne a tout absorbé. Les souvenirs sont restés. À l'école où enseignait Daniela, une jeune enseignante hérita de son ancienne salle de classe. En rangeant les armoires, elle trouva une enveloppe remplie de vieux travaux d'élèves. Parmi eux se trouvait un dessin au crayon d'un élève de CE1. C'était simple, deux silhouettes se tenant la main devant une montagne. Derrière elles, le soleil se couchait. Dans un coin de la page, en lettres tremblantes, on pouvait lire « Pour le professeur Daniela, qui est jolie et qui parle doucement ». Le dessin fut encadré et placé discrètement dans le couloir, sans explication. Ceux qui connaissaient l'histoire comprirent, les autres la trouvèrent simplement belle. À Juiz de Fora, la boîte contenant ses affaires fut enfin scellée avec du ruban adhésif épais. La mère de Daniela écrivit le mot « repos » sur le couvercle au stylo bleu. Elle le posa sur son armoire et annonça à sa voisine qu'elle pouvait désormais dormir sans attendre que le téléphone sonne mais les téléphones sonnèrent. D'autres disparitions ont eu lieu à travers le pays, avec des dénouements divers, des enquêtes avortées et des retrouvailles inattendues. Pourtant, parmi les hauts gradés de la police, le cas de Marcos et Daniela a été cité comme un exemple de la façon dont une absence peut durer plus longtemps qu'une présence. C'était si simple, et c'est peut-être pour cela qu'il était si perturbant, un couple passionné de randonnée, un mot laissé à l'auberge, un sentier mal balisé. Pas de crime, pas de témoins, juste le temps, la forêt et l'oubli. Les randonneurs qui avaient retrouvé le sac à dos ne se sont jamais retrouvés. Le groupe s'est dissous aussi facilement qu'il avait commencé, mais dans les conversations entre amis, il y avait toujours un moment de silence lorsqu'on évoquait 2013, comme si cet après-midi parmi les rochers était encore frais dans leur mémoire. Claudia a un jour accordé une interview pour un documentaire indépendant sur les sentiers dangereux au Brésil. Interrogée sur l'incident, elle a simplement répondu. On n'a pas trouvé de corps, on a trouvé du temps. Et parfois, c'est pire. Le documentaire ne comportait pas cette réplique, elle semblait trop dure, mais elle était vraie. Il y avait quelque chose dans cette histoire qui persistait, non pas comme un fantôme ou un mythe, mais comme le bruit constant d'une cascade qui coule même quand personne n'écoute. La dernière fois que le nom de Daniela Ribeiro a été prononcé à voix haute, c'était dans l'auberge où elle et Marcos séjournaient, par une paisible fin d'après-midi de septembre. Un couple de l'intérieur de Sao Paulo, logeant dans la chambre voisine de l'ancien numéro 4, a demandé nonchalamment si quelque chose d'étrange s'était produit là. La réceptionniste, une jeune femme élevée en ville, a répondu sans réfléchir. Il y a eu un couple qui a disparu il y a de nombreuses années, mais c'est du passé. Puis il eut un bref sourire, comme s'il essayait d'annuler ce qu'il avait dit. Malgré cela, le couple a annulé la randonnée prévue le lendemain. À Canla, un jeune guide a commencé à proposer des itinéraires alternatifs inspirés d'anciens sentiers. Mais lorsqu'il a mentionné la région de la vallée du Quilombo, son superviseur lui a recommandé de l'éviter. Il a expliqué que c'était pour des raisons de sécurité, en raison du terrain instable. Mais son regard indiquait le contraire. Il existait un pacte informel de silence. Au fil des ans, ce silence a pris diverses formes. Au lieu de monuments, il y avait des arbres. Au lieu d'hommages publics, il y avait des carnets cachés et des notes oubliées. Au lieu de justice, il y avait l'acceptation. Les parents de Daniela n'ont pas déménagé. Ils ont dit qu'ils y vivaient encore de son vivant. Ils n'ont jamais rénové la chambre, mais ils ont commencé à ouvrir la fenêtre le dimanche pour laisser entrer l'odeur du pain qui cuit dehors. Le frère de Marcos a essayé d'écrire un texte sur la disparition. Il est resté assis devant l'ordinateur pendant des heures, a ouvert un document, a écrit le nom de son frère, puis celui de Daniela, puis s'est arrêté, a tout fermé et a supprimé le fichier. Il a dit à sa femme, « Tu ne peux pas écrire sur quelqu'un qui est parti discrètement. » La phrase lui est restée en tête pendant des jours. Au sud, dans une galerie discrète de Porto Alegre,
une exposition de photographie intitulée Fragments des montagnes et l'exposition comprenait une image prise par André, le randonneur photographe. C'était sa seule œuvre, une photo en noir et blanc d'un rocher couvert de racines, partiellement dissimulé sous des feuilles sèches, sans légende ni contexte. Dans le coin inférieur du cadre, en minuscules lettres, il était simplement écrit « Septembre 2013 ». Le commissaire de l'exposition a précisé que personne ne s'était interrogé sur la signification de l'image, mais que beaucoup y avaient consacré plus de temps que sur les autres. En ville, une dame, qui avait été femme de chambre à l'auberge en 1997, conservait encore une des serviettes de la chambre 4. Elle ne l'utilisait jamais. Elle disait l'avoir lavée, repassée et mise dans un sac. Une relique sans valeur commerciale, mais qui avait le poids d'un souvenir. Elle refusait également de raconter l'histoire en détail. Elle se contenta de dire, la dame a laissé un mot, ils sont partis et ne sont jamais revenus. C'est tout. Au commissariat, les cartons furent enfin rangés dans un classeur. Désormais, les documents n'existaient plus qu'en version numérique. Un jeune stagiaire du service les parcourut en un après-midi. À la fin, il regarda le commissaire et demanda, « Et si on retrouvait les corps un jour ?» Le commissaire soupira, but une gorgée de café et répondit, « Alors rien ne changera. » Que s'est-il passé là-bas? C'est arrivé il y a longtemps. La disparition de Marcos et Daniela est finalement devenue plus qu'un événement. C'est devenu un lieu de mémoire. Non pas un point sur la carte, mais un pli du temps, une interruption continue, quelque chose que les gens portent en eux non pas parce qu'ils connaissaient le couple, mais parce qu'ils comprennent ce que signifie perdre quelqu'un sans dire au revoir. Dans les montagnes, le bruit de la cascade reste faible, constant, étouffé par les feuilles. Un bruit qui ne s'est jamais arrêté et qui ne s'arrêtera peut-être jamais. 20 ans après le voyage, le souvenir de Marcos et Daniela n'apparaissait plus dans les médias ni dans les archives de la police. Il résidait dans les détails qui résistaient à l'épreuve du temps, comme un rocher moussu sur lequel personne ne marche ou un carnet humide qui ne sèche jamais. À Juiz de Fora, la boîte étiquetée « Repos » restait sur le dessus du placard, recouverte d'une fine couche de poussière. La mère de Daniela, désormais à mobilité réduite, demandait à ne pas être dérangée. Elle disait qu'il fallait la garder intacte, comme les draps en lin de sa grand-mère. Parfois, les jours de pluie, elle se tenait sur le seuil du salon, écoutant le bruit des gouttes sur le toit et disant « Ça doit être pareil en montagne aussi ». Ce n'était pas une phrase anodine, c'était une prière. À Gramado, les anciens habitants s'étaient habitués à vivre avec l'histoire comme avec l'humidité, une composante inévitable et omniprésente du paysage. Un guide chevronné commença à prévoir silencieusement une minute de repos lorsqu'il guidait les groupes sur les sentiers. Au point culminant de la randonnée, il demanda simplement le silence. Il ne s'expliqua pas, inutile de le faire. Le temps avait transformé la situation en quelque chose d'inexplicable, seulement ressenti. À la bibliothèque de l'école où enseignait Daniela, une nouvelle enseignante qui ne l'avait jamais rencontrée a lu une nouvelle écrite par un ancien élève des années auparavant. Elle a dit que cela lui avait donné un pincement au cœur. Elle a décidé de créer un projet avec les élèves actuels, intitulé Lettres qui ne sont jamais arrivées. Il leur a demandé d'écrire des messages aux personnes parties sans prévenir. Un mot, signé par une élève de 6e, disait « Si jamais je me perds, je veux que la forêt me ramène petit à petit, comme elle l'a fait pour cette fille. » Le projet fut ensuite abandonné, mais les notes restèrent dans l'enveloppe, dans le placard de la salle des professeurs. Le sentier d'origine, où tout s'était passé, restait non balisé, envahi par la végétation et silencieux. De jeunes randonneurs tentèrent de le localiser à l'aide du GPS, en comparant de vieilles cartes, mais s'arrêtèrent en découvrant les rapports de l'incident. Le sentier, même sans nom officiel, était respecté. Personne ne voulait en faire une attraction. Il y régnait une lourdeur qui ne convenait ni aux selfies ni aux nouveaux sacs à dos. Fait rare, la ville a inclus cette section dans un rapport sur les zones à risques environnementaux. La justification technique était le risque de glissement de terrain, mais parmi les employés signataires du rapport, tous savaient, il ne s'agissait pas seulement de boue, mais de souvenirs. La mère de Marcos, déjà décédée,
avait discrètement fait inscrire son nom comme étant la personne ayant déposé le premier rapport de police. Le plus jeune employé, parcourant le document, a lu son écriture et a commenté « Percevez-vous l'urgence dans ce texte ?» Personne n'a répondu, mais il avait raison. André, le photographe, ne retourna jamais dans les montagnes, mais il légua à sa sœur la seule photo qu'il avait prise de la pierre dans son testament. Il lui demanda de la brûler si elle le souhaitait. Elle refusa. Il plaça plutôt l'image dans une enveloppe noire et écrivit au dos « Ils étaient là et y sont toujours ». Le sort de Marcos et Daniela n'a jamais été résolu, mais leur absence est devenue partie intégrante du terroir, de l'histoire locale, des cartes qui n'existent plus mais que chacun porte en lui. Et le bruit de l'eau, qui coule toujours au même rythme qu'en 1997, semble nous rappeler, tout ce qui disparaît n'est pas oublié, toute disparition n'est pas synonyme de silence. Le temps passa, mais l'histoire ne s'arrêta pas là. Marcos dos Santos et Daniela Ribeiro partirent en promenade le 24 septembre 1997. Ils avaient promis de rentrer avant le coucher du soleil. Ils ne le firent pas. Ils ne laissèrent aucun au revoir, aucun corps, seulement un carnet sentant le moisi, une bouteille vide, une fourchette tordue, un sous-vêtement couvert de feuilles, un sac à dos avec des initiales cousues à la main, et un bruit que le silence ne pourrait jamais effacer. Aujourd'hui, la partie du sentier où leurs affaires ont été retrouvées reste fermée par la forêt. Il n'y a ni corde, ni panneau, ni clôture. Il n'y a que des branches et des rochers que personne ne touche ou une forme de respect qui n'est pas imposée, mais ressentie. Les arbres ont poussé avec le temps, les feuilles sont tombées, dissimulant ce que personne d'autre ne devrait voir. Mais malgré tout, de temps à autre, quelqu'un revient sur le couple, lors d'une conversation entre guides, dans un café de gare routière, dans un mémoire inédit. Et, même si aucun ossement n'a été retrouvé, même si aucun certificat ne donne le dernier mot, chacun sait, ils sont restés, non par choix, non par volonté, mais parce que la montagne ne rend parfois pas tout. Il existe une sorte de permanence que seule la disparition permet. Aujourd'hui, ceux qui parcourent les sentiers savent que des histoires sont enfouies sous chaque pierre, et que parfois, seuls reviennent de petits fragments silencieux et symboliques. Il n'y a pas de fin héroïque, pas de méchant, juste la forêt et le temps. Marcos et Daniela voulaient voir une cascade cachée. Ils ont trouvé ce que personne ne voit, le point où la carte s'arrête et où l'inexplicable commence. Si cette histoire vous a marqué jusqu'ici, respirez, laissez le bruit de l'eau vous submerger. Partagez cette vidéo avec quelqu'un à qui manque aussi celui qui n'est pas revenu. Et si vous souhaitez continuer à recevoir des histoires qui n'ont pas été racontées dans les journaux, abonnez-vous à la chaîne. Chaque absence comme celle-ci mérite d'être commémorée.